discussion précisément sur la nature de cette culture et sur comment, en fait, cette culture, pour reprendre le propos de l'historien britannique Boxer, est une culture qui est le produit de transactions commerciales, de luttes politiques et, comme il l'appelle, de fornication, donc d'interactions sexuelles. Et c'est cela qui produit une société coloniale différente, qui n'est pas, dans ce cas précis, une société qui est fondée sur le rule of difference, mais plutôt une société qui, dans ses interactions, produit une culture locale spécifique que j'appelle une culture atlantique. Et on voit dans leur manière de vivre et dans leur manière de s'installer dans cet espace une manière effectivement de se partager non seulement un territoire, mais d'investir ce territoire avec des significations qui sont des significations politiques. Et très rapidement, pour vous donner un exemple de la manière dont ces Saint-Louisiens vont créer une base économique pour pouvoir continuer à négocier, c'est d'avoir un espace commercial qui se développe constamment dans cette zone. Ça veut dire que leur espace de commerce suit la frontière coloniale. Ils suivent les armées coloniales pour pouvoir accumuler. Et ils peuvent accumuler parce qu'ils sont musulmans, ils sont dans les réseaux économiques musulmans, ils connaissent les langues locales, donc ils sont les intermédiaires absolus. Le deuxième élément, c'est que l'autre population métisse va s'allier avec eux, justement, dans le cadre du renforcement de cet espace-là. Et en 1848, un autre moment très important, les habitants de Saint-Louis se voient offrir par la France un siège à l'Assemblée nationale française. Donc, ils ont des institutions locales représentatives. Comme je disais, ils ne sont pas administrés, ils sont gouvernés, mais désormais, ils peuvent envoyer un représentant à l'Assemblée nationale française. Et c'est précisément ce moment, entre 1789 et en fait la consolidation de la Troisième République française, qu'on voit se mettre en place les infrastructures de cette communauté, des infrastructures propres à cette communauté dans l'espace colonial. Et ça, c'est un des éléments les plus intéressants de ce débat sur l'identité française. Et je vais revenir là-dessus. 1789, c'est l'idée qu'il y a une production de la République, il y a une production du citoyen, il y a une production de la nation. Et c'est la convergence de ces deux, l'association des éléments de chacun de ces concepts qui crée ce qu'on pourrait appeler le français et l'identité française dans sa nature propre, avec bien sûr tous les éléments, la laïcité, etc., etc. Dans le cas qui nous préoccupe là, l'intérêt c'est que dans cette longue période où l'esprit républicain semble dominer en fait la mission civilisatrice, dans le cas concret de cette colonie, l'idéal républicain transige avec les demandes de cette population. J'ai déjà dit, ils sont musulmans. J'ai déjà dit, ils ne sont pas de culture française. Et c'est là où la lettre arabe va jouer un rôle essentiel. Ils vont dire aux Français, si la civilisation est définie par la maîtrise d'une culture, par la maîtrise d'une littérature, par des discussions philosophiques, nos ancêtres maîtrisent une écriture depuis au moins le 8e siècle. Ils discutent de Platon et d'Aristote depuis au moins le 8e siècle, en arabe. En conséquence, nous n'avons pas besoin de vous pour avoir une culture. Nous en avons une. Et cette compréhension de la culture comme maîtrise d'une langue, ce que Goudy appelle la raison graphique, va devenir essentielle dans la production de leur subjectivité,
qui savent lire, ils savent écrire, ils savent discuter philosophie. Pour vous donner un exemple, ce sont des gens liés avec l'Inde qui, dès les années 30, lisent Iqbal et discutent Iqbal. Ils commencent à lire, parce qu'ils lisent l'arabe, ils peuvent lire le ourdou, ce qui donne des situations assez intéressantes. Et c'est justement cela qu'ils vont mettre en face des Français, pour leur dire. Donc l'islam va devenir un élément essentiel dans la production de leur subjectivité. Le deuxième élément qui a rapport à l'islam, pour bien montrer qu'ils ne sont pas français, alors qu'ils réclament le statut de citoyen français et qui continuent à voter, ils restent polygames. La polygamie devient un instrument de défiance contre l'assimilation. Et ces deux éléments vont perdurer, c'est-à-dire une culture de lettrés et une approche sociale fondée sur ce. Troisième élément important, c'est les bienfaisances. Ils vont entrer dans une logique de création d'institutions de bienfaisance et d'institutions de charité. C'est-à-dire, au lieu de rester, et ça, comme vous savez, c'est une discussion très très importante parmi les historiens africains. John Ayleaf a écrit un livre il y a plusieurs années qui s'appelle The History of the African Poor, l'histoire de la pauvreté en Afrique. Et sa principale thèse, c'est que l'idée de bienfaisance et de philanthropie arrive en Afrique avec les missionnaires chrétiens. Avant, les Africains n'ont pas une idée. L'intérêt de cette histoire-là, c'est justement cette lutte pour le contrôle des pauvres, cette lutte pour le contrôle des institutions sociales entre l'administration française, les missionnaires et l'Église catholique et ces musulmans, qui ne veulent pas laisser l'espace à cela. Donc cela aussi va jouer un rôle essentiel. Cela pour dire quoi? C'est qu'ils produisent donc une modernité et un universalisme qui leur est propre. Mais cette modernité et cet universalisme ne cherchent pas à s'installer en dehors de l'espace colonial, mais s'installent au cœur de l'espace colonial. Et c'est l'un des paradoxes du républicanisme français dans cet espace. Entre 1857 et 1861, les Français vont être obligés de mettre en place des tribunaux musulmans à Saint-Louis. Ce qui contredit fondamentalement, en fait, la laïcité. Deuxième chose intéressante, ils vont créer des écoles arabes et musulmanes, des médersa donc françaises, franco-arabes. Alors qu'en même temps, ils luttent contre la possibilité pour les missionnaires d'ouvrir des écoles sur la base de l'anticléricalisme de l'État français. Donc cette contradiction va rester une contradiction permanente. Et donc, l'histoire que je raconte, c'est cette histoire-là. C'est l'histoire d'un groupe qui, en utilisant toute une série de mécanismes et en connaissant de manière très très approfondie les institutions françaises, va littéralement, physiquement, mettre ces institutions au cœur de l'espace colonial. Et l'intérêt précisément de cela, c'est la manière dont les principes qui ont guidé, qui pensent, si vous voulez, l'État français, ces principes sont révisés pour s'ajuster à une situation. Et comment aussi les luttes engagées par ces populations ne sont pas du tout des luttes de remise en cause de la situation coloniale, mais des situations de révision. Et il y a, je terminerai là, deux moments qui sont des moments très importants dans cette longue lutte. D'une part, l'administration coloniale a toujours reconnu que ces gens étaient citoyens français, mais ils étaient citoyens français hors du code civil. Et comme vous le savez, la citoyenneté française repose sur l'acceptation du code civil. Eux, ils ne voulaient pas parce qu'ils étaient musulmans. Ils ne pouvaient pas, disons, dans ce cas. Et l'intérêt, c'est que si vous comparez la situation
dans cette région, dans les 4 communes, et la situation en Algérie, c'est deux situations complètement différentes et opposées, où des musulmans sont des citoyens dans un cas, et dans un autre, des musulmans sont exclus de la citoyenneté parce qu'ils sont musulmans. Et c'est le même État qui mène ces deux politiques, l'État français. Et la contradiction, elle est constamment soulevée par les juges. Les magistrats français de 1789 à 1916 continuent de dire « mais ils ne sont pas citoyens parce qu'ils sont hors du Code civil ». Mais ils avaient un problème. S'ils ne sont pas citoyens et ils sont hors du Code civil, pourquoi ils votent? Pourquoi ils votent même pour envoyer un représentant, disons, à l'Assemblée nationale française? Et cette contradiction va être levée en 1916. Mais en 1914, il y a un événement très important qui se passe. De 1848 à 1914, les citoyens des 4 communes n'envoient que des Français d'abord, des Messistes ensuite à l'Assemblée nationale. 1914, ils votent pour un noir. Le premier noir élu à l'Assemblée nationale française est élu en 1914. Et toute sa lutte de 1914 à 1916, c'est de dire, les droits politiques et citoyens n'ont rien à voir avec la culture. On peut être musulman, polygame et citoyen français. Donc le débat sur la nature de la citoyenneté et ses rapports à la culture est un débat qui est engagé en France dès 1914. Et il va pousser ce débat jusqu'à ce que, en 1916, quand les Français ont besoin de troupes pour continuer leur guerre, et lui demandent, il dit, vous avez des citoyens en Afrique, vous pouvez la conscription est possible, faites-le. Mais si vous définissez la conscription, vous reconnaissez la nature citoyenne de celui que vous prenez dans l'armée. Et c'était ça le subterfuge qu'il utilisait. En 1916, il fait passer une loi. Et cette loi reconnaît que les citoyens des 4 communes sont des citoyens à part entière hors du Code civil. Et ce cas, c'est le seul cas dans toute l'histoire de France où la citoyenneté est attribuée à une communauté, pas à un individu. Et où il est reconnu que les figures de cette communauté sont des figures qui peuvent effectivement participer à l'existence de ce qu'on pourrait appeler une citoyenneté impériale. Et cela pour dire quoi, en conclusion? C'est tout simplement l'idée que, aujourd'hui, le débat sur l'identité française et la reconstruction de cette identité à partir d'une histoire plus ancienne n'est qu'un subterfuge politique pour répondre à des défis contemporains. Que l'histoire reste l'enjeu principal et cet enjeu a pour fonction précisément de ne pas remettre en circulation des pratiques de la République française qui sont contraires à l'image qu'elle se fait d'elle-même. Merci beaucoup.